1, 2. Ah. Bonjour à tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour notre débat « Libérons nos organisations pour un nouveau climat de confiance et de performance ». Je vais me présenter brièvement. Je suis Hugues Carlier, je suis le modérateur de ce débat. J'ai cette chance. Les organisateurs ont fait appel à moi car j'ai cofondé il y a 12 ans un cabinet de conseil et de formation qui s'appelle Des enjeux et des hommes, dédié au développement durable et à la responsabilité sociétale des organisations, principalement des entreprises. Donc, le but, il ne s'agit pas d'accompagner seulement le changement lié à la mise en place des stratégies de responsabilité sociétale des entreprises pour les rendre plus concrètes, plus opérationnelles. Et pour cela, pas de mystère, il faut s'adresser aux hommes et aux femmes de l'entreprise pour donner du sens, de l'envie et les compétences nécessaires. Et c'est là que le lien se fait, car lors de notre débat, bien évidemment, nous allons parler de la dimension humaine de cette libération des organisations. Pour en parler, nous avons le grand plaisir d'accueillir à cette table, donc je vais quand même pas faire d'erreur et lire un petit peu mes notes, Laurence Vanet, actuellement Chief Happiness Officer de son cabinet de conseil Happy Performance, basé en Belgique, France, Suisse et Luxembourg. Laurence a mené une rapide et brillante carrière dans les ressources humaines dans plusieurs entreprises jusqu'à ce que la notion de bonheur au travail la rattrape un peu brutalement. Elle nous dira comment elle a alors mis en œuvre au ministère belge de la Sécurité sociale des mots comme patrimoine humain, bonheur au travail, responsabilité, auto-organisation. Isaac Getz, aux compétences multiples, ingénieur en mathématiques, master management des organisations, doctorat de psychologie, chercheur et actuellement professeur à l'ESCP Europe, après avoir enseigné dans plusieurs universités étrangères. Et de plus, auteur, je vous recommande la Bible, le livre qui s'appelle « Liberté et compagnie » sur les entreprises libérées. Isaac va nous aider à prendre un peu de recul sur nos sujets, sur le sujet du jour, l'entreprise libérée, et élargir notre champ d'observation dans la mesure où il a étudié et visité, je crois, près de 200 entreprises en France et à l'international. Carlos Vercaeren est par là, merci, pardon, président du groupe Poult, second groupe français sur le marché du biscuit, 1700 salariés. Avec Carlos, nous verrons comment un ex-financier d'un fonds d'investissement révolutionne une entreprise plus que centenaire, mais plutôt mal en point, non pas en supprimant la moitié des postes, mais en appliquant les principes et la philosophie de l'entreprise libérée. Emmanuel Hervé, ici, dirige et président du groupe Hervé. Emmanuel nous racontera comment cette entreprise est devenue dès sa naissance, et ce n'était pas au début des années 2000, vous allez le voir, un véritable laboratoire de ce que nous pourrions appeler également une entreprise libérée avec comme mot d'ordre autonomie, responsabilité et coopération. Et enfin Xavier Laureau, à ma gauche, issu d'une longue lignée d'agriculteurs et le co-dirigeant du groupe Gali, 500 personnes, où l'on trouve jardinerie, grande culture, culture maraîchère, ferme pédagogique et de nombreux développements pour faire rentrer le vivant dans la ville et aussi dans l'entreprise. Nous verrons avec Xavier si verdir les entreprises, à l'intérieur comme à l'extérieur, rend heureux les salariés. Alors, qu'est-ce qui fait que ce débat a lieu et bien d'autres avant qui ont comme sujet justement la libération de nos organisations, sans rebalayer l'histoire des organisations, du taylorisme au Lean, en passant par l'école des sciences humaines, les modèles d'organisation ont toujours suscité des questions. Ils se présentent souvent comme des promesses de jours meilleurs dans les entreprises. Jours meilleurs pour la performance, la productivité, mais aussi pour les salariés. Mais aujourd'hui, est-ce que nous allons vraiment parler d'un modèle ou plutôt d'une philosophie? Je pense qu'Isaac nous renseignera et nous éclairera sur ce sujet. Et sur les jours meilleurs pour les salariés, quel que soit le modèle, que nous disent les études? Alors, je vais vous lire une étude récente. Les risques psychosociaux et le stress occasionnés par le travail font partie des principaux défis à relever dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Ils ont une incidence considérable sur la santé des personnes, des organisations et des économies nationales. Environ 50% des travailleurs européens estiment que le stress est courant sur leur lieu de travail et intervient pour moitié des jours de travail perdus. Les risques psychosociaux sont le résultat d'une mauvaise conception de l'organisation, de la gestion du travail et d'un contexte socio-professionnel défavorable. Parmi les causes évoquées, citons par exemple
une surcharge de travail, des exigences contradictoires et un manque de clarté sur la fonction à remplir, ce sera un de nos sujets, des changements, la non-participation des travailleurs aux décisions les concernant et leur absence d'influence sur le mode d'exécution de leur activité professionnelle, des changements organisationnels mal gérés, l'insécurité de l'emploi, l'inefficacité de la communication et le manque de soutien de la direction ou des collègues. Et les effets négatifs, pour finir, se manifestent entre autres par de mauvais résultats globaux de l'entreprise, un taux accru d'absentéisme, un taux élevé de présentéisme. Le présentéisme, vous voyez ce que c'est ? D'accord. Donc, présence inefficace au travail de travailleurs malades et des taux importants d'accidents et de blessures. Les coûts estimés pour les entreprises et la société se chiffrent en milliards d'euros au niveau national. Voilà, pardon pour cette lecture de cet article, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail. Et vous pouvez scanner toutes les études sur le sujet, elles disent toutes, peu ou prou, la même chose. Alors, je vous propose de prendre un peu d'air frais avec ces entreprises pas comme les autres. Et je vous propose de gérer ce débat en 2 temps. Le premier temps, ça sera d'abord une prise de parole individuelle de nos 5 intervenants pendant 3, 4, 5 minutes, puis des questions plus génériques auxquelles chacun d'entre eux pourra répondre quand il le sent, tout simplement. Et évidemment, gardez pour vous 20 minutes, 25 minutes de temps de questions-réponses à la fin de ce débat, puisque nous nous arrêtons à 16 heures. Je voudrais juste préciser que Carlos, qui est décidément à droite, nous quittera, non pas parce qu'il sera fâché, mais vers 4h moins le quart, en raison d'un impératif. Voilà. Alors, après cette introduction, on va commencer à prendre un peu de recul avec Isaac. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour commencer, quelles sont les racines de ce mouvement vers le bonheur en entreprise, la confiance, la responsabilité ? Des racines profondes. Je pense que c'est à l'aube de l'humanité. Je pense que quelques principes. Vous ne m'entendez pas? Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux pas... Donc, je vais faire comme ça, c'est ça? Vous m'entendez, là? Je vais être stressé, je vais avoir mal au dos, et je vais aller voir le médecin. Non, ça, et je vais passer ça à Jacques Brecht. Bon, alors, donc, là, vous m'entendez mieux? C'est quand même une catastrophe, ça, des diplomates. Bon. Alors, donc, les racines sont très, très lointaines, hein, qu'on retrouve, d'ailleurs, ça, je pense, dans la plupart des religions, spiritualités, que l'homme est digne de confiance, par exemple, que chaque être a des dons, aspire se réaliser, que les êtres humains aspirent à la liberté plutôt que de diriger. On peut trouver ça dans beaucoup de textes. Maintenant, est-ce que les leaders libérateurs que j'ai étudiés les citent? Certains privés m'ont cité, un certain nombre de références comme ça, mais si on parle des théoriciens dans le domaine de management, par exemple, l'organisation, le premier qui en a parlé de manière absolument claire était Douglas McGregor, dans son discours à MIT en 1957. Voilà, depuis, il y en a un certain nombre des théoriciens qui ont parlé de ces choses-là. Quant aux entreprises, les premières ont paru 1958, W.L. Gore, donc fabricant de Gore-Tex et d'autres entreprises. Donc voilà un raccourci sur l'historique. D'accord, merci beaucoup. Ah oui, il faut que je... D'accord, pardon. Excusez-nous pour la technique. On n'est pas... Alors, vous allez nous éclairer tout de suite sur cette question qu'on a abordée tous les deux au téléphone en préparant. On parle d'un modèle ou on parle d'une philosophie? Il y a une attente, y compris chez des chercheurs, chez moi aussi, quand vous allez... Quand on travaille d'ailleurs dans une école de management, quand vous allez étudier des entreprises, c'est génial, c'est le Graal, hein, si vous trouvez un modèle que tout le monde peut appliquer. Voilà. Mais nous n'avons pas trouvé et on a rapidement vu que ces entreprises, chacun a un mode de fonctionnement unique et que ce n'est pas vraiment la question. La question, c'est comment on transforme les entreprises existantes, que elles fonctionnent d'ailleurs pas seulement les entreprises, aussi des organisations, hein, les écoles, les hôpitaux, fonctionnent selon ce modèle que j'appelle la hiérarchie bureaucratique, vers le mode de fonctionnement
qui se repose sur quelques croyances. J'ai évoqué ces croyances-là, que l'homme est digne de confiance et donc on n'a pas besoin de le contrôler, que les gens ils ont des dons, des potentiels, et que les gens aspirent à la liberté plutôt que de diriger. Donc chaque fois, chaque entreprise, ou chaque leader, pardon, quand il a mis en place cette philosophie-là, il l'a articulée de sa propre façon. Pour prendre un exemple, il y a des entreprises dans lesquelles il y a des titres managers, dans d'autres, il y a des titres leaders, dans le troisième, il y a des titres capitaines, mais aucune de ces entreprises n'a des gens qui contrôlent les autres et qui leur disent ce qu'il faut faire. Donc, vous voyez, sur la surface, elles sont différentes. On ne veut pas dire qu'il y a un modèle, mais elles respectent toutes un certain nombre des croyances, des principes qui sont assez simples en réalité et très, très évidents. Merci. Et donc, vous qui... C'est pas rouge, ça marche pas. Voilà. Très bien. Et donc, vous avez visité, étudié près de 200 entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, si ce mouvement progresse aujourd'hui, à quelle vitesse, et peut-être plus particulièrement dans une région du monde ou une autre? Alors, petit point historique. Quand nous avons étudié dans notre projet de recherche une cinquantaine, dont certaines existaient depuis 1958. Donc on appelle aujourd'hui communément les entreprises libérées de la première génération. Donc il n'y a pas de mouvement, parce qu'en France, il y en avait 5. En tout, un espace depuis 1983, donc FAVI, donc un espace d'à peu près 30 ans qu'on a couvert, il y en avait 5. Aux États-Unis, peut-être une douzaine. Donc c'est extrêmement marginal par rapport au nombre d'entreprises, on peut imaginer, et dont certains déjà ont disparu entre-temps. Ce qui se passait, et c'est une question qu'on s'est posée, en tout cas moi en France, avec un certain nombre de collègues, et Laurence par exemple elle est en Belgique, j'imagine, mais elle parlera, c'est pourquoi il y en a si peu et comment on peut faire qu'on a plus. Et donc, je ne vais pas détailler, mais on a créé avec un certain nombre d'amis, surtout ils sont des patrons, et dont aussi l'entreprise Poult, et qui participent à quelque chose comme écosystème. Et pour résumer très simple, si vous êtes, la plupart des entreprises sont des PME, on est bien d'accord, 97-98% d'entreprises. Donc, si vous êtes un patron de PME à Vesoul, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont à Vesoul, et vous connaissez Vesoul, et vous étiez à Vesoul? Est-ce qu'il y a quelqu'un de Vesoul? Bon. Alors, en tout cas, voilà, c'est un endroit où le train s'arrête globalement. Et puis, vous imaginez, vous êtes là-bas et vous voulez libérer votre entreprise de 200-300 personnes. Ben, vous êtes seul. C'est loin, éventuellement, on peut lire peut-être un petit peu, mais difficile. Et donc, vous commencez à improviser, comme a fait Jean-François Zobrist avec Favi, comme a fait Michel Lemunzinter, comme a fait Carlos en partie, donc, mais moins quand même, parce que tu t'es appuyé déjà sur des choses. Mais ça prend du temps, c'est difficile, certains abandonnent, etc. Donc, écosystème, c'est quelque chose qui ouvre cette expérience commune, ce partage. Et Carlos, il accueille énormément, voilà, Laurence a accueilli énormément, toutes ces entreprises, ils ouvrent, ils partagent l'expérience, etc. Du coup, vous n'êtes pas seul, vous pouvez regarder ce qu'ils font les autres, et du coup, aujourd'hui, je pense que c'était une des raisons qu'on a aujourd'hui des centaines d'entreprises en France, et pas dans d'autres pays. Alors, Laurence parlera de Belgique. En Belgique aussi, il y a un mouvement, mais je ne le constate pas, par exemple, aux États-Unis. D'accord, donc des centaines d'entreprises en France, en tout cas. Merci beaucoup, Isaac, pour ce premier éclairage. Je vais me tourner vers Emmanuel, pardon, qui est décédé. Emmanuel, donc, du groupe Hervé. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire très rapidement le groupe Hervé en 2 mots? Bonjour à tous. Donc, le groupe Hervé est une entreprise qui fait à peu près aujourd'hui 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 2800 personnes en CDI. Mais plus précisément, nous sommes organisés non pas comme une grosse entreprise ou une ETI, mais comme 180 petites entreprises avec un manager de proximité d'une quinzaine de personnes en moyenne. Donc en termes de management, c'est 180 petites entreprises de 15 personnes. Nous sommes sur les secteurs principalement du bâtiment, de la gestion des énergies, tous les lots techniques du second œuvre, prestations de services,
plus grosse part de notre activité. Nous avons aussi des activités, cette fois dans le monde industriel et la production industrielle, avec 250 personnes. Et un troisième pan qui est le monde numérique. Nous avons 70 personnes qui travaillent dans tout ce qui est logiciel de gestion et infrastructure et audiovisuel au niveau du numérique. D'accord. Merci déjà pour cet éclairage. En fait, votre groupe est depuis très longtemps inscrit dans ce mouvement. Qu'est-ce qui l'a amené à cette réflexion très pionnière, comme le disait tout à l'heure Isaac? Alors, depuis l'origine, l'entité la première du groupe, c'est l'entreprise Hervé Thermique, qui a été créée en 1972 par Michel Hervé. Et depuis l'origine, nous avons, en termes de culture d'entreprise, le fait d'avoir misé sur la confiance a priori faite aux collaborateurs, et donc l'autonomie et la responsabilisation de ceux-ci dès l'origine par rapport à leur manière de fonctionner et au management, et le fait qu'ils puissent définir eux-mêmes leurs objectifs, ce sont des auto-objectifs, et cette culture de la confiance date de l'origine de la création de l'entreprise. Absolument. De 1972. En discutant, vous m'avez cité cette phrase que j'aime bien, écoutez bien, parce que l'autorité de l'argument plutôt que l'argument de l'autorité. Est-ce que vous pourriez développer? Alors, c'était dans le cadre de la présentation de notre fonctionnement et notre management. Aujourd'hui, ce qu'on ressent très nettement, et pas qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, c'est que l'argument d'autorité ne fonctionne plus, pas que dans l'entreprise, mais dans la société en général. Et la hiérarchie, c'est-à-dire les ordres venant de N par rapport à N-1 est celle qui fonctionne le moins bien et qui est la plus mal ressentie, on parlait de bien-être au travail, par les collaborateurs. Alors que le fait de favoriser tous les mois une réunion de management dans laquelle le manager est là comme étant un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il est là pour aider son équipe à prendre des décisions, pas lui, mais son équipe, et donc à faire participer en argumentant, en donnant leur avis, les uns par rapport aux autres. L'autorité des arguments prévaut et est extrêmement bien ressentie par l'ensemble des collaborateurs. Et cette manière de fonctionner n'est pas simplement à l'interne de l'entreprise, mais également une manière de fonctionner avec les tiers, donc pas simplement les pairs PAIR, mais les tiers, c'est-à-dire les clients, les partenaires, les fournisseurs, qui, quand on est dans cette relation de co-construction, fait que le stress disparaît au profit de la motivation. Merci. Alors, autre question. On peut être entreprise libérée et très créative, vous allez voir. Hervé, ça veut dire aussi humilité, empathie, résistance, vivacité, entreprendre. Donc ça, c'est la philosophie de l'entreprise, c'est vos critères de recrutement. Alors, avec beaucoup d'humilité. On essaye avec un peu d'humour de décrire le fait que ce que l'on va rechercher lorsqu'on l'on recrute et ce qu'on conseille aux managers de proximité qui sont les recruteurs, c'est eux qui sélectionnent leur équipe. Il n'y a pas de DRH au niveau du groupe. C'est les managers qui sont responsables pleinement de la sélection, dans le bon sens du terme, de leur équipe, avec leur équipe. C'est de rechercher des personnes qui ont envie d'être autonomes, d'assumer des responsabilités et de travailler de manière coopérative. Or, aujourd'hui, pour être dans cette démarche-là, ce qui est important au niveau des sélections et du recrutement, les diplômes sont totalement secondaires. Ils ne sont pas complètement inexistants, c'est-à-dire qu'il faut savoir si on est comptable, un peu connaître la comptabilité, mais on sait qu'on est dans un monde où, aujourd'hui et encore plus demain, ça s'accélère, on va automatiser et robotiser absolument tout, mais tout. Et ce n'est pas nous, c'est la direction du monde. Dans ce cadre-là, les savoir-faire vont être importants, mais secondaires par rapport au savoir-être. Et donc, nous avons comme priorité de faire attention aux critères de savoir-être, de qualité comportementale et humaine des personnes qui rentrent dans l'entreprise. C'est le critère principal. Et c'est pour ça qu'on essaie de les décliner sur les thématiques de l'humilité, de l'empathie, de la résistance, de la vivacité et de l'envie d'entreprendre. Merci beaucoup Emmanuel. Continuons ce tour de table avec Carlos.
Est-ce que vous aussi, Carlos, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Poult? C'est une belle entreprise, mais très peu connue finalement. Alors oui, le groupe Poult, c'est à peu près 1000 personnes, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes le deuxième biscuitier français. Derrière Luc, tout le monde connaît, j'imagine. Sauf que nous produisons essentiellement des gâteaux pour les marques des grandes surfaces. Donc c'est pour ça qu'on n'est effectivement pas très, très connu du grand public en tout cas. 5 sites industriels en France, un siège qui est à Toulouse et on a également un site logistique qui est près de Montauban. Entreprise centenaire puisqu'elle sa naissance date de 1883. Plus que centenaire. Merci. Alors, il va falloir nous expliquer comment un financier qui prend la tête d'une entreprise pas très en forme, donc au début des années 2000, prend le virage de l'entreprise libérée. Je me pose encore la question. Je pense que c'est instruit, si vous voulez, de l'impasse, à la fois de l'impasse stratégique dans lequel se trouvait l'entreprise à l'époque, et aussi de l'impasse sociale, d'une certaine façon. Alors, quand je suis arrivé, j'ai fait un plan social. Je venais d'un manager classique, bien formé. On a fait un plan social assez violent. Et assez souvent, quand on fait des plans sociaux, les résultats s'améliorent très rapidement. Parce que les gens ne sont plus là, vous ne les payez plus. Donc, les résultats s'améliorent. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis 2 ou 3 ans après, les résultats ont à nouveau commencé à se détériorer. Et c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait faire autrement. Et en fait, on ne pense pas assez. Alors, quand on fait des plans sociaux, on pense beaucoup aux gens qui s'en vont, c'est bien normal. On ne pense pas beaucoup aux gens qui restent. Et je demande toujours des entreprises qui sont de plans sociaux en plans sociaux en plans sociaux. Les derniers qui restent doivent vraiment être dans un état assez, de détresse psychologique assez avancé. Donc ça a été un peu l'élément déclencheur. Il est bien évident par ailleurs qu'on ne peut pas entamer une démarche de ce type-là si on n'a pas un fonds humaniste qui semble assez évident, si vous voulez, pour entamer ce genre de démarche. Voilà. Et du coup, vous vous êtes fait accompagner, vous avez lu... Alors, moi, il y avait un peu 2 questions qui me taraudaient quand même depuis assez longtemps. J'ai usé quelques DRH d'ailleurs sur une des 2 questions, savoir mais comment est-ce qu'on crée une entreprise un peu plus enthousiasmante. Quand même, la plupart des gens qui franchissent la porte d'entrée de l'entreprise le font avec assez peu d'enthousiasme, amènent assez peu d'eux-mêmes finalement. Donc ça, c'est une vraie question que je pense tous les managers, tous les dirigeants devraient se poser. Dans ce monde ultra compétitif et ultra mondialisé où finalement ce qui fait la différence c'est les hommes et les femmes qui y travaillent et la façon dont ils collaborent. Et deuxième question, mais qui est assez corollaire en fait, c'est comment est-ce qu'on est capable de créer une entreprise très innovante. Enfin, je veux dire, le vrai sujet aujourd'hui, c'est en dehors de l'enthousiasme, c'est l'innovation. De toute façon, c'est la seule façon de croître dans des marchés qui sont matures pour la plupart d'entre eux. Et donc ça, c'est les deux questions qui me taraudaient. Et effectivement, on a pas mal, alors avec quelques collègues à l'époque, on a pas mal voyagé, on a pas mal visité des entreprises, quelques-unes qui ont été visitées par Isaac aussi, bien sûr, mais pas que. On a pas mal lu de littérature, parce qu'il y a pas mal de littérature quand même qui commence à circuler sur ce sujet-là. Et voilà, c'est ça qui a été un petit peu le parcours initiatique, si vous voulez, de l'initiative qu'on a pu prendre il y a maintenant 8 ans. Donc on a un peu de recul. Et du coup, juste pour information, mais quand vous vous êtes fait votre avis, vous commencez par quoi? Alors moi j'ai commencé par 2 choses. Il y a d'abord un espèce de discours fondateur, si vous voulez, devant tout le personnel. Leur dire voilà la direction qu'on allait prendre. Et puis très très vite, c'est amener quelques gestes symboliques forts. Plus de places de parking, plus de bureaux, plus de titres, plus d'organigrammes, plus de comité de direction, plus d'objectifs qu'on donne aux gens, plus de budget, j'en passe, c'est les meilleurs. Donc voilà, il y a quand même quelques gestes forts au-delà du discours, si vous voulez, parce que de toute façon, cette philosophie-là peut se décider, mais elle ne se décrète pas. Donc au-delà du discours, qui est important malgré tout, il y a un certain nombre de gestes symboliques qu'il faut entamer très très vite, parce que sinon il peut y avoir un déficit, si vous voulez, un décalage entre ce que vous dites et ce que vous faites. Ça pose évidemment des problèmes dans ce genre d'opération. Ok, merci beaucoup. S'il y avait une chose que vous voudriez refaire sur les dernières 8 années qui se sont écoulées? Si je devais refaire les choses différemment, je pense que il y a 2 choses en fait. Ça pose de vraies questions sur le rôle des dirigeants dans les entreprises.
puisqu'en fait on les libère d'une certaine façon, tout le contrôle et le reporting. Hein. Je crois que plus de 50% des cadres passent plus de 60% de leur temps à faire du contrôle et du reporting. Donc il y a le gaspillage d'énergie et de ressources. Et du coup, ils ont un autre rôle, si vous voulez. Je pense que ce rôle-là, on a tardé un petit peu à le définir. Et je pense qu'on aurait pu être meilleur. L'autre point, l'autre difficulté que ça pose, si vous vous rendez bien compte, évidemment, c'est pour l'encadrement intermédiaire, hein, puisqu'on a supprimé des niveaux hiérarchiques. Et donc là, vous avez 3 cas de figure, et je pense qu'on aurait pu mieux faire. Là, vous avez 3 cas de figure, soit des gens qui se mettent assez facilement dans ces nouvelles chaussures-là, qui sont enthousiastes et qui retrouvent une autre forme de leadership, mais qui est nettement plus valorisante en fait que celle des galons ou de l'autorité. Vous avez des gens qui sont perdus un peu, ils ne savent pas trop quoi faire, comment faire, ils ont perdu leurs habitudes, donc c'est une remise en question quand même assez profonde, on en reparlera sans doute un peu plus tard. Et puis il y a des gens qui souffrent, enfin, je pense qu'il faut le dire aussi, il y a essentiellement dans l'encadrement intermédiaire, des gens qui sont perdus, qui ne savent absolument pas comment faire, et qui souffrent, et donc je pense que, en tout cas sur cette dernière catégorie de population, je pense qu'on aurait pu faire les choses mieux et plus rapidement. D'accord. Merci beaucoup, Carlos. Je me tourne vers Laurence. Donc Laurence, qu'est-ce qui amène une brillante cadre dirigeante à implanter le bonheur au travail dans le ministère de la Sécurité sociale belge? Il faut répondre, Laurence. Un corps qui lâche. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une carrière exponentielle, avec chaque fois des jobs, des responsabilités finalement trop importantes pour l'âge que j'avais et l'expérience que j'avais. Donc ce que vous n'avez pas gagné par les années d'expérience, il faut les gagner par énormément de travail, d'heures passées dans les aéroports à rencontrer. Et donc un jour, mon corps a été très 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 violent avec moi. Et enfin, il y a beaucoup plus grave, mais juste rompu les ligaments et puis me collait une belle infection des voies respiratoires. Donc, mais ça, j'étais claire, hein, je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus marcher, mais je n'avais pas encore compris. Donc, j'ai encore continué à travailler 3-4 jours en clopinant jusqu'au jour où je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'aille voir un médecin. Et finalement, je ne suis jamais retournée travailler. J'ai été licenciée au bout de 6 semaines, puisqu'un vice-président s'était pas malade. Et donc, j'avais oublié de mettre ça dans les descriptions de fonctions de l'organisation. Et donc, il m'a fallu 6 semaines de plus pour accepter que j'étais tout simplement en burn-out. Et le marché était au courant que j'avais été licenciée, donc j'ai reçu beaucoup d'opportunités pour aller travailler à New York, à Genève, à Paris, reprendre des directions mondiales des ressources humaines. Et j'ai mes 2 meilleurs amis qui m'ont dit, écoute, il y a un président de ministère, il vient de débarquer sa DRH, tu devrais peut-être aller le rencontrer. Donc là, je leur ai demandé quelle était la nature de leur amitié, parce que j'étais quand même en burn-out et on me conseillait d'aller dans un ministère pour me retaper, c'était peut-être difficile. Et voilà, finalement, j'ai rencontré Frank Van Massenhoff qui était dans sa transformation et son projet m'a vraiment plu et je me suis dit, ok, j'embarque. Voilà. Belle histoire. Alors, en même temps, avec votre titre officiel dans ce ministère, c'était quand même juste pas gagné d'avance, parce que je vais vous le lire. Directrice générale du service encadrement, personnel et organisation du service public fédéral de la sécurité sociale. En français et en néerlandais. Voilà. Et tout ça sur la carte de visite. Donc, voilà, quand on a ce titre-là, comment on va vers le bonheur au travail? Mais je me suis fait une promesse, en fait, quand j'ai décidé de recommencer à travailler, c'est celle de ne plus jamais être malheureuse au travail. Et c'est une formulation qui est très francophone, qui est de mettre des doubles négations là où vous voulez affirmer quelque chose de positif. Et donc, quand on arrive enfin à trouver le courage d'assumer ses opinions, ça veut tout simplement dire qu'on a envie d'être heureuse au travail. Et ça a été vraiment une révélation aussi au bout de la première semaine, puisque j'ai failli quitter le ministère au bout d'1 semaine en disant c'est juste pas possible, je vais pas tenir le coup. Et je me suis dit non, je me suis engagée, je vais rester. Par contre, si moi je m'octroie dans mon job de RH l'autorisation d'être heureuse au travail, je dois en tout cas le permettre également à n'importe qui dans l'organisation. Et donc mon job, ça ne va pas être de gérer des ressources humaines, ça va être de créer les conditions pour que chacun puisse cultiver son bonheur au travail dans l'organisation. Donc je ne suis pas responsable du bonheur de chacun, mais je suis responsable de créer les conditions. D'ailleurs, votre nouveau titre, c'est Chief Happiness Officer. Et en même temps, par rapport à nos autres intervenants, vous avez un cadre un peu réglementaire qui vous bloque sur un certain nombre de transformations dans un ministère. Oui, un ministère, c'est un ministère, donc on ne fait pas tout et n'importe quoi comme on l'entend. Heureusement pour moi, en fait, les équipes qui étaient déjà en place avaient entrepris
un énorme changement organisationnel en utilisant un projet immobilier. On avait la nécessité de devoir déménager et de devoir se rassembler sur un seul site. Et le président a eu ce trait de génie de dire on va utiliser, puisqu'on est un des ministères les plus détestés en Belgique, il n'y a personne qui veut venir travailler chez nous, on a le plus haut taux de départ de l'ensemble de la fonction publique. Vous aviez Non, dites-moi. Vous aviez on avait, oui, effectivement. Ils ont dit, si on doit changer notre culture pour nous distinguer des autres ministères, nous allons utiliser l'environnement de travail comme levier et on va proposer 7 postes de travail pour 10 personnes. Et donc, à partir de ce moment-là, ça a été le démarrage d'une très grande transformation qui, en 2012, nous a amené à être un des 3 employeurs les plus sexy de Belgique. D'accord. Est-ce que... si. Et quelques éléments concrets en fait pour illustrer justement cette transformation, ce parcours, ce chemin. Donc, on a bien sûr changé l'environnement de travail. Donc, comme vous ne proposez que 7 bureaux pour 10 personnes, si vous ne voulez pas que les collègues s'asseyent sur les genoux les uns des autres, ce qui parfois est agréable, mais parfois aussi très désagréable, on a permis bien sûr le télétravail. On a introduit ça en 2009. Il faut penser aussi que le gouvernement a donné les premières autorisations d'achat des lignes ADSL en 2007. Donc, vous voyez l'état d'avancement dans lequel on se trouvait. On a permis le télétravail d'abord 1 jour par semaine à certaines fonctions et puis je recevais tellement de demandes de modification qu'on est parti sur le postulat qu'on proposait le télétravail et que par conséquent, il fallait qu'on identifie les fonctions qui étaient réellement liées au lieu, où c'était impossible de télétravailler. Et malgré ça, les collaborateurs se sont encore réappropriés finalement cette règle. La réceptionniste, c'est mieux qu'elle soit à son bureau de réception pour accueillir les citoyens par rapport à chez elle, mais les gestionnaires de dossiers peuvent télétravailler. Et donc, par solidarité, ils se sont chacun formés à leur métier et ils se sont répartis les jours de télétravail sans que les syndicats ne soient mis dans la boucle, sans avoir des demandes d'augmentation de salaire, de primes de polyvalence, etc. On a revu tous nos processus, bien sûr, d'une façon un peu radicale, où on demandait que les processus soient simples. Déjà, c'était un grand pas. Sexy, parce que si on fait des choses sexy, les gens vont s'y intéresser, on va susciter la curiosité. Sustainable, durable, donc pouvoir s'inscrire dans le temps, réduire le papier. Un fonctionnaire belge, c'est quand même 9000 pages de papier imprimées par an. C'est dramatique quand on parle d'avenir. Et aussi droit au but, straight to the point. Donc on avait fait des cachets KISS. Et donc dès qu'on recevait un document qui n'était pas KISS assez, on renvoyait à l'expéditeur en disant voilà, on veut kissifier votre document, à vous maintenant de le simplifier. On a bien sûr permis à chacun de s'organiser où, quand, comment il l'entendait. On a proposé d'arrêter le pointage, donc l'enregistrement du temps de travail. Ça a été un scandale fait par nos organisations syndicales. Et donc, on s'est dit, puisqu'on propose la liberté, on n'en donne plus quand on dit on interdit, on va abolir le pointage. Donc, on a fait coexister les 2 systèmes. Vous voulez pointer, faites-vous plaisir, la pointeuse est là. Mais voilà les règles qui sont liées au système. Vous ne voulez plus pointer, faites-vous plaisir, mais voilà les règles qui sont liées au système de ne plus pointer. Et donc à chaque fois, on assume ses responsabilités. Et donc à partir d'un certain moment, plutôt que d'avoir des règles qui étaient parfois stimulées par le comité de direction au démarrage, c'est finalement une culture d'intrapreneuriat qui s'est développée dans le ministère de façon très naturelle, très spontanée, et où on découvrait les choses en comité de direction, parce qu'il y en avait quand même encore un. On est dans un ministère, donc on a supprimé, nous, aucun niveau hiérarchique. Ils sont tous restés là. Par contre, on a rendu de la valeur ajoutée à chaque fonction au sein de l'organisation. Merci beaucoup. En fait, vous avez quitté le ministère ? Oui. Ça fait après avoir été DRH de l'année 2012 ? Oui, tout à fait. Ça fait 2 ans que j'ai quitté le ministère et je ne suis pas remplacée. Donc c'est le premier ministère qui tourne sans DRH, ni Chief Happiness Officer. Mon ancienne équipe est toujours en autogestion et donc pour moi, à partir du moment où on devient obsolète dans son job de manager, c'est que quelque part on doit avoir bien fait son job parce que l'équipe est montée en puissance et ils vivent particulièrement bien sans vous. Donc voilà. Bon. Rassurez-vous les directeurs et directrices ressources humaines de la salle, il reste encore quelques entreprises classiques où vous pourrez exercer vos talents. En tout cas, plus au ministère en Belgique. Merci beaucoup, Laurence. Et enfin, Xavier Laureau. Non, il est là-bas. Et Xavier Laureau, bonjour. En 2 mots, le groupe Gali. Les fermes de Gali, c'est d'abord un agriculteur. Et puis,
qui est devenu un jardinier, un livreur de fruits, et qui se développe au départ aux portes de Paris, et maintenant avec une douzaine d'agences en France. Ce sont des équipes qui sont effectivement un maximum de 20 à 25 personnes. Merci beaucoup. 500 personnes et un ratio par collaborateur qui est fait, puisqu'on a 50 millions de chiffre d'affaires pour 500 personnes. Donc vous voyez, on n'est pas dans les mêmes ratios que les ratios industriels. On est une entreprise de service à faible valeur ajoutée. Très bien, merci beaucoup. En fait, Xavier, on va moins parler du groupe, mais plus du bonheur au travail. Et vous aussi, vous contribuez finalement au bonheur des salariés via certaines de vos offres de services, justement. Et on en avait évoqué deux ensemble. La première qui s'appelle le Bureau Fertile. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, le Bureau Fertile? Oui, j'ai juste préalable de pourquoi on fait ce métier et pourquoi on parle de ces offres. Parce que nous, on a ouvert nos fermes il y a 30 ans. Et on s'est aperçu que tout ce public de cadres, principalement franciliens, qui se précipitaient chez nous pour avoir une autre expérience de nature, ils le faisaient sur leur temps libre. Et on a développé des services, finalement, pour apporter ce besoin de nature qui répond à deux exigences, d'être en contact avec le vivant, et avec du cycle du végétal, qui est un rythme annuel, lent, qui est quelque chose qui nous rapproche d'un cycle vital. Et dans une vie ultra connectée, le rapport au vivant est quelque chose qui est très fondateur. Et même, on l'a vu dans certaines entreprises de par le monde, et nous on le vivait dans nos exploitations agricoles, le fait de composer avec des facteurs du vivant comme ça, quelle que soit leur nature, territorialise l'espace dans lequel on vit. Et c'est très fondateur de vivre dans un lieu qu'on reconnaît par du vivant. Et donc on oublie ça parfois dans les entreprises. Et nous avons simplement décliné, je dirais, ce bonheur d'abord de travailler là où nous vivons, puisque c'est notre cas, on a la chance d'avoir notre siège social dans une ferme, d'avoir un tas d'accessibilité à nos portes, mais finalement c'est assez transposable, à condition d'être imaginatif, créatif, et on a pour ça créé des concepts de bureaux fertiles, c'est-à-dire le végétal n'est pas seulement esthétique, il peut être nourricier, on peut être participatif autour d'un potager, on peut retourner des gazons et en faire des potagers participatifs, etc. Enfin, il y a énormément d'initiatives qui tiennent autour de l'attache au vivant et du dialogue qu'on peut partager autour de ça. Et puis, c'est exactement la même démarche avec les paniers de fruits qui ne sont pas livrés pour ramener à la maison le soir en service. Ils sont là parce que c'est un service que l'entreprise ou que le CE ou que même promeut, parce que autour de fruits, on partage quelque chose, on partage un fruit de la nature et on a un nouveau dialogue. On n'est pas juste en train de prendre sa barre de Mars et son café et de se précipiter. On a le goût des fruits, et le goût des fruits, c'est déjà un début de dialogue incroyable. Et voilà. Et donc, on décline effectivement beaucoup plus d'espaces verts, parce qu'on sait que les espaces verts, c'est 10% d'absentéisme en moins sur les lieux de travail. On le sait dans l'hôpital, hein, les études, on ne veut pas se le dire suffisamment, mais c'est une demi-journée de présence en moins à l'hôpital pour 5 nuitées, par une présence ou une vue de la chambre sur l'espace vert. On ne peut pas imaginer que ce n'est pas des conséquences dans d'autres lieux où du mal-être ou de la productivité peut être mis en cause. Donc effectivement, des bureaux fertiles. Pourquoi ? Parce qu'on peut aussi se déconnecter de son lieu de travail en se mettant sur la terrasse, qui n'est plus qu'une terrasse de direction, qui devient une terrasse partagée. On peut se brancher dans une bulle de nature et même déconnecter complètement et de se mettre 5 minutes à faire une sieste à côté de son bureau, mais au cœur de la nature. Voilà, donc un tas de services que le végétal peut rendre assez simplement et finalement ressouder aussi les équipes parce qu'on se déconnecte, on se déplace par rapport à son stress de la minute qui précède. Et puis, on est aussi sur le travail collaboratif, le partage. Vous avez encore un chiffre ou deux de bénéfices de faire entrer le vivant, justement, dans et autour de l'entreprise, l'agriculture urbaine? Oui, l'agriculture urbaine, oui, mais on pourrait... La COP21, hier, on en parle. Il faut faire attention, l'agriculture urbaine, on peut être hors sol et être que dans l'économie sociale et solidaire. L'agriculture urbaine, c'est aussi une nouvelle filière, une nouvelle économie, c'est encore un autre plan. Non, un chiffre, c'est les jeunes. On voit aujourd'hui les grands acteurs de l'immobilier qui sont en train de concevoir des pépinières où ils pensent complètement différemment la façon de vivre au bureau pour les jeunes, et notamment autour de la cuisine, et notamment autour du végétal. On est en train de voir pousser
des lieux qui sont des pépinières de talent, parce qu'ils sont beaucoup plus exigeants sur la qualité d'accueil, la qualité de vie, la qualité de dialogue. Et nous le voyons avec des expérimentations qu'on fait en ce moment. Ce bonheur au travail, ce n'est pas une exigence, c'est la nécessité impérative si on veut garder des talents dans la génération qui a moins de 35 ans. Et clairement, dans toutes les statistiques, etc., cette population, si on la regarde de très près, elle considère qu'à 95% qu'elle n'a pas assez de nature en ville, à 50% qu'elle est maltraitée en termes de végétal au bureau, et on peut considérer que ces jeunes-là ne resteront pas si, et le végétal n'est qu'un des pans de leur bien-être, si on n'investit pas plus de ce côté-là. Très bien, merci beaucoup Xavier. Alors, merci pour ces prises de parole individuelles. Là, j'ai des questions à vous poser à tous les 5. Donc, vous répondez selon votre appétence aux différents sujets que je vais aborder. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on prendra des questions de la salle. Alors, quelques questions les unes derrière les autres. Une plutôt peut-être entre Laurence et Isaac. Finalement, est-ce que la volonté de la direction d'insuffler ce changement, est-ce qu'elle est absolument essentielle? Parce que si j'ai bien compris, vous n'étiez pas la dirigeante du ministère. Ou est-ce que finalement, en tant que directeur d'un service, d'un département, je peux me lancer dans ce mouvement d'une entreprise libérée? Je ne sais pas. Isaac? J'aurais tendance à vous répondre que chacun, à la limite de son périmètre, peut déjà agir. Et donc, quand on est responsable d'une équipe, on peut bien sûr instiller un certain nombre d'éléments, de postures, de réflexions, de décisions. C'est bien sûr plus simple lorsque ça vient de la direction et que ça peut percoler. Ceci dit, parfois, on voit des dirigeants d'entreprise qui veulent rentrer dans cette démarche et qui se heurtent à leur organisation. Donc, l'inverse est vrai aussi. Mais chacun, à hauteur de son périmètre, est tout à fait capable d'agir. Et donc, il ne faut pas attendre, pour moi, la bénédiction divine du comité de direction avant de pouvoir entreprendre un certain nombre d'éléments, de choses. Ma perspective donc, va être un peu différente. J'ai étudié des entreprises et au niveau de l'entreprise, comment ils ont transformé ce qu'on va appeler après la culture d'entreprise. Et quand on parle d'une culture d'entreprise, on ne peut pas prétendre, à mon avis, de la changer en partant d'un service, d'une équipe. C'est possible, c'est très souhaitable, mais ça ne va durer que la durée de présence de ce manager. Une fois qu'il est remplacé, tout sera comme avant. La culture, par les anthropologues, ça veut dire un certain nombre de normes de comportement. Je n'aime pas le mot valeur, mais parfois, dans certaines entreprises, on appelle des règles de vie, de règles de vivre ensemble, de règles de jeu. Quelque chose qui émerge de... C'est pas quelque chose qui est imposé, ça émerge chaque fois, peut être un peu différent dans chaque entreprise, et autour de quoi les gens veulent être animés et qu'ils souhaitent que ça soit incarné. Donc, qui a le mandat pour faire cette transformation de l'entreprise? Parce que Gilles vous a demandé par quoi ça commence, aussi à Carlos, il y a deux quand même préalables. Le premier préalable, ce que j'ai remarqué, c'est est-ce que le patron il a un mandat pour le faire. C'est pas évident. C'est si vous êtes un patron d'une PME et vous êtes propriétaire à 100%, oui. Mais si vous avez déjà des actionnaires familiaux, c'est pas sûr. Et je connais pas mal de cas où ce patron qui s'est lancé dans ça, tout le monde autour de lui a commencé à penser qu'il a fumé quelque chose, y compris sa femme. Sa femme lui est strictement interdit de parler de l'entreprise libérée lors de dîner parce qu'il dit tu me ruines tous les dîners. Donc personne ne le comprend. Et il fallait quand même convaincre les standards actionnaires familiaux. Quand vous êtes un patron salarié d'une unité opérationnelle, donc c'est parce que ça se fait au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire une unité opérationnelle, il faut convaincre votre DG Group
Donc, est-ce que vous avez ce mandat? Donc, première chose. Et deuxième chose, alors Laurence, elle parle beaucoup de ça, j'ai aussi parlé dans mon livre, c'est est-ce que ce monsieur-là ou cette dame-là, ils ont réglé leur problème d'ego? Parce que tant qu'ils n'ont pas réglé leur problème d'ego, tant qu'ils se pensent chaque matin en se regardant dans la glace qui est le plus intelligent, comment vous voulez qu'il arrive non pas à dire que je fais confiance, mais dans sa posture et dans ses actes à 100%, dans la cohérence totale de ne jamais dire à quelqu'un qu'est-ce qu'il faut faire, ne jamais demander de valider, ne jamais repasser derrière en critiquant. Donc, c'est un certain nombre de choses qui, effectivement, doivent être réglées au sommet. Vous imaginez ce que vous faites au niveau d'un service quand il y en a un patron qui contrôle tout, demande des reportings, qui repasse derrière, etc. Les gens, ils rapidement deviennent schizophréniques. Donc, voilà ma position et ce que j'ai observé en tout cas. Et petite juste remarque, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être initié ailleurs. J'ai vu des cas que ça a été initié par certains managers, j'ai vu des cas que c'était initié par les enfants des patrons. Ben oui, il y a déjà 2 cas. Il y en a un qui a envoyé son père et dit tu vas là-bas, tu écoutes Isaac Getz, tu achètes ton livre, tu lis. Et puis après, je vais faire un test parce que si tu veux que je reprenne l'entreprise, ben, il va falloir que tu comprennes tout ça, quoi. Donc, ça peut venir un peu de partout, mais n'empêche que le mandat il reste dans les mains du numéro 1. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai plein de questions. Donc, d'ailleurs, celle-ci fait un peu du lien, mais est-ce qu'il y a une tentation, alors là, c'est peut-être pour vous, messieurs, mais est-ce qu'il y a une tentation permanente de retour en arrière? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est obligé de... Est-ce que c'est totalement irréversible ou est-ce qu'au contraire, on est obligé de lutter pour pas que la nature humaine qui, en cas de stress, à un moment, se dise « il faudrait quand même donner un tour de vis, ça va pas, ce système, etc. » Emmanuel, Carlos? Oui, je pense qu'il y a toujours des tentations de revenir en arrière. Alors, pas du dirigeant qui lui-même est évidemment convaincu de mettre ça en place, mais il y a toujours des tentations de retour en arrière, en plus quand ça ne va pas bien, d'autant plus quand ça ne va pas bien. Parce que là, le premier réflexe quand ça ne va pas bien, c'est on recentralise, on recontrôle, alors que c'est justement à ce moment-là qu'il faut libérer, pour trouver de nouvelles idées, de nouvelles pistes, de nouvelles sources de croissance. Et Dieu sait si le contexte économique général est quand même n'est pas très propice à ça. Donc bien sûr, il y a des tentations. Je pense que alors ce que nous on a fait quand on a démarré, alors bien sûr l'initiative venait de ma part, mais elle a démarré dans une usine en particulier, et j'ai veillé là à vraiment mettre une espèce de ligne Maginot, si vous voulez, autour de cette expérience-là. Vous avez fait pas un obligé pilote. de commencer, vous n'êtes pas obligé de commencer partout, d'autant plus que l'entreprise est quand même relativement importante avec plusieurs sites, vous ne pouvez pas commencer partout, c'est pas raisonnable. Et donc on peut commencer comme ça, et ça peut se faire à l'échelle d'un service. Mais il faut que ce soit appuyé, je pense, par le dirigeant. Et donc, mettez une ligne Maginot, une expérience là, à laquelle personne ne touche. Et là, vous pouvez avoir effectivement je pense des choses intéressantes qui commencent à poindre. C'est assez intéressant. Merci. Autre interrogation, puisqu'on est vraiment, on essaie de faire du pratico-pratique pour répondre à un certain nombre de questions que tout un chacun se pose sur ce sujet. Est-ce que, puisqu'il y a beaucoup de codécision dans l'entreprise, est-ce que finalement, est-ce que c'est un facteur de ralentissement et est-ce que c'est pas à l'encontre d'une entreprise dite agile, ce temps de co-réflexion, co-décision, etc. Alors, le ressenti premier est souvent et la critique, c'est justement que ça peut mettre plus de temps pour prendre des décisions. Mais alors l'exemple que je prendrai et qui est le vécu de notre entreprise, parce que nous sommes maintenant installés en Suisse également, on est sur la France, la Suisse, le Maroc, la Belgique, et je prends l'exemple suisse d'un point de vue politique, pas forcément de management des entreprises, mais où le principe décisionnaire est très décentralisé. On prend le temps du débat pour arriver après à une décision où justement les arguments ont pu être échangés, et où, une fois que le temps a été pris de la discussion décentralisée, le jour où les règles sont votées, avec une majorité, voire une forte majorité, tout le monde l'applique, puisqu'il y a adhésion à la règle commune.
Alors qu'en France, on a tendance à aller très très vite. Dès qu'il y a un événement, on prend une décision. Il faut que le chef montre qu'il est le chef et qu'il prenne des décisions qui ne sont absolument pas discutées, qui tombent comme ça, qui sont générales et qui ne correspondent pas aux problématiques des uns et des autres. Et ensuite, le sport national, c'est de ne pas les appliquer. Et donc, c'est ce qui m'a fait entendre en Suisse qui ne fait pas partie de l'Europe, mais ils avaient transcrit dans leurs droits plus de droits communautaires que la France, alors que nous faisons partie de l'Europe. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'entreprise. Le temps de la décision, de la concertation, du dialogue, des échanges d'arguments, du conflit qui est nécessaire pour régler le conflit, pour éviter les gros conflits, donc le micro-conflit, le débat et le fait de faire participer de manière très décentralisée avec des managers de proximité qui ont ce rôle-là principal, fait que vous transformez des décisions qui sont subies en décisions avec adhésion. Et nous gagnons du temps sur le moyen terme. Nous pouvons perdre en apparence sur le court terme, mais on en gagne énormément sur le moyen terme, principalement par la motivation des salariés. Je vais peut-être ajouter juste un tout petit point dans ces questions très pratiques et très techniques, au risque de perdre, à mon avis, l'essentiel. Et l'essentiel, c'est, je réponds, On compte sur vous pour nous ramener à l'essentiel, Isaac. Merci. Et d'ailleurs, les solutions techniques et pragmatiques, chaque entreprise va le trouver. Mais l'essentiel, c'est être en phase avec des valeurs, être en phase avec quelques principes fondamentaux. Donc, ce n'est pas une question comment on décide des questions. Est-ce qu'on sait faire confiance à des gens? Est-ce que les gens, à la fin, ils ont dit cette entreprise nous a fait confiance à notre intelligence? Peu importe comment ça se fait, peu importe, ce n'est pas un sujet. Le sujet, c'est que les gens, quand ils ressortent, ils disent on était impliqués, on nous a demandé, finalement, c'est notre décision. Et une fois qu'ils ont dit ça, ils vont la mettre en place. S'ils ont dit leur perception, c'est qu'on a décidé pour nous, on va dire on ne va pas le faire. Hein. Ils n'ont que le faire, eux. Donc après, qu'est-ce que sera cette technique spécifique? Chaque entreprise va trouver même deux usines différentes, peut-être chez Carlos, et vont trouver ça différemment. Hein. Je ne sais pas, Carlos peut témoigner. Il peut y avoir un peu de... Je pense qu'il faut être lucide aussi, il peut y avoir parfois un peu de lourdeur. Hein. Alors, disons qu'elle est quand même, si vous voulez, largement atténuée, parce qu'il y a beaucoup de petites équipes, donc ces décisions à petites équipes, entre 10 et 15 personnes, donc les décisions se prennent quand même assez vite, et deux, parce qu'il y a aussi beaucoup moins de hiérarchie. Mais cela dit, l'appropriation est essentielle. Alors moi, j'ai un exemple en tête, mais je ne vais pas le faire long. Alors on a décidé en 2010, je pense en 2011, d'installer SAP. Je ne sais pas si les gens connaissent SAP. Si vous devez l'installer, ne l'installez surtout pas, ça ne sert à rien. Et ne croyez pas que les meilleurs best businesses run SAP, hein, comme on voit dans les publicités dans les aéroports. C'est évidemment une grosse blague. Mais enfin, on l'a fait essentiellement pour des questions de sécurité, parce que tous les logiciels de gestion étaient construits in-house et tout était dans la tête d'un seul informaticien, donc c'était un peu risqué. Eh bien, on l'a fait avec les utilisateurs. Ces décisions étaient prises par les utilisateurs. Donc on était parfois 50 ou 60 autour de la table. Vous imaginez. Et le consultant, il devenait fou. Enfin, il disait, une boîte où on ne s'est pas décidé. C'est juste pas possible. Et le jour où on a décidé, ça a été beaucoup plus vite que prévu. Ça a coûté moins d'argent que prévu. Et ça a fonctionné moins mal que prévu. Et aujourd'hui, on est cité dans le monde par SAP comme exemple à suivre en termes d'intégration. Donc voilà, alors ça a pris un peu de temps. Les gens se sont appropriés. On a pris ces décisions avec les utilisateurs, avec eux. C'est eux qui allaient faire vivre la machine en quelque sorte. Et derrière, voilà. C'est le temps que vous perdez un peu avant, et évidemment, il est largement gagné après. Merci pour la transition, puisqu'on parle de SAP, mais quel est le rôle des nouvelles technologies en fait, de l'information? Parce que quand on lit effectivement des éléments sur vos entreprises, on s'aperçoit que vous poussez très loin les systèmes d'information et qu'on est, pour Laurence aussi, je pense, voilà, qu'il y a une vraie réflexion autour du système d'information. On a à la fois sur le système d'information, donc c'est pas parce qu'on fait confiance, en tout cas au ministère, c'est pas parce qu'on faisait confiance a priori
qu'on ne pilotait plus rien. On avait quand même de très lourds rapports à remonter au niveau du gouvernement et que sur des métiers très différents, on a des centres d'appel, mais on fait aussi de la politique et des stratégies en matière de sécurité sociale. Donc les indicateurs ne sont pas du tout les mêmes. Donc il faut en tout cas des systèmes informatiques qui nous permettent de piloter l'activité, qui permettent d'accéder à l'activité à distance, donc éviter de faire chaque fois revenir les gens connectés à un bureau fixe à Bruxelles pour pouvoir accéder aux informations. Mais aussi dans les nouvelles technologies, c'est dès 2011, on a vraiment promu l'usage des médias sociaux et des plateformes collaboratives. Et les plateformes collaboratives, ça nous a permis de passer de la communication à la conversation. Donc aussi d'avoir une capacité d'aller sonder et de pouvoir nous intéresser et d'être en contact direct avec ce qui se discutait au sein de l'organisation, puis de créer des communautés avec le monde extérieur, soit des partenaires institutionnels, soit on a créé une communauté qui s'appelle le Club 35 et qui permettait de connecter tous les jeunes fonctionnaires de moins de 35 ans sur la Belgique. Tout simplement parce qu'ils pouvaient poster ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, sans demander l'avis hiérarchique. Et ça nous a permis d'aplatir un certain nombre finalement de niveaux, sans supprimer qui que ce soit dans l'organisation, mais de fluidifier les prises de décision, les implications sur des projets, etc. Et donc ces plateformes collaboratives, on a aussi utilisé dans les modes justement de co-création tous les projets transversaux que l'on faisait, c'était terminé d'avoir ces discussions en comité de direction de qui chez vous, qui chez vous, qui chez vous, qui chez vous, on tombe toujours chez les mêmes, les gens sont débordés. Et bien là, les projets transversaux étaient mis sur la plateforme collaborative et c'était les collaborateurs eux-mêmes qui disaient moi j'ai envie de bosser là-dessus, moi j'ai envie de bosser là-dessus. Des projets qui, comme chez Carlos, allaient beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus créative, ça coûtait moins d'argent et on avait de meilleurs résultats. Tout simplement parce que je pense qu'on a utilisé les bons moyens, les bons outils, de la bonne façon, avec une bonne finalité. Merci, je crois. Emmanuel. Pour nous, c'est un facteur accélérant et qui colle tout à fait à notre type d'organisation. C'est-à-dire que le système d'information est crucial. Le fait de donner l'accès à l'information à tous les salariés, tous, une organisation où tout le monde peut accéder aux documents, au reporting, aux informations, fait que les acteurs ont et même aux applications de mobilité pour être autonomes et responsables, participent grandement à la facilité de la diffusion de cette culture d'entreprise. Juste en termes de reporting, parce qu'on entendait parler de reporting qui souvent viennent du haut, un système d'information, et c'est ce qu'on a mis en place, qui permet de faire en sorte que les données de gestion, parce qu'il y a de la gestion dans l'entreprise, sont saisies par les salariés. L'assistante, le responsable de chantier, c'est eux qui font les saisies. Et le reporting se fait en fonction de leurs données et de leurs données de gestion. Ce qui fait qu'avec leurs auto-objectifs, ils ont eux-mêmes l'information. Ça ne vient pas d'un siège qui donne les orientations et les informations qui descendent. Ils sont acteurs des informations qu'ils participent à rentrer dans le système d'information et en sachant les conséquences que ça a. Et ça responsabilise et ça donne un ressenti où il n'y a pas de flicage hiérarchique qui est là pour contrôler, c'est de l'autocontrôle de l'information pour eux, pour s'en servir dans leur travail au quotidien avec leurs collègues. Je jouais mon rôle, hein, donc toujours je ramène à ces éléments passionnants. Avec grand plaisir. Libérer, c'est un confort d'entreprise, non pas du comment, mais du pourquoi. Et donc les outils, effectivement, il y en a beaucoup, peut-être même plus que dans l'entreprise traditionnelle, mais elles sont demandées, épuisées par des salariés. Donc le principe, si vous dites la liberté de décider, ou parfois on dit autonomie, même si j'aime moins ce mot, et comment les gens voulaient qu'ils décident s'ils n'ont pas toutes les informations qui sont nécessaires. Si on a des systèmes centralisés d'information descendant, etc., comment vous voulez qu'ils décident? Donc, ça devient une nécessité que chacun ait un accès. Après, dans chaque entreprise, en fonction de nature, où sont les salariés, ils sont sur place, etc., on va trouver des moyens de partager cette information plutôt abondante, plutôt donner plus que pas assez, etc. Donc, je pense que chez Carlos, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Oui, un principe dont on parle là un petit peu entre les lignes, hein, et dont parlait Isaac en début d'intervention, c'est la transparence. Ça, je pense que ça, c'est vraiment commun à toutes nos entreprises. Emmanuel vient d'en parler aussi. Donc chez nous, tous les résultats sont connus par tout le monde, toutes les informations, quelles qu'elles soient, sont connues par tout le monde et accessibles à tout le monde. Toutes les réunions internes sont accessibles à tout le monde.
elles sont affichées, celui qui veut venir. Alors la première réunion, il y a 40 personnes, et alors qu'il en faut que 10. Mais la deuxième, il n'y en a plus que 20, et la troisième, ça se régule. Parce que finalement, quand vous venez à des réunions et que vous ne dites rien, au bout de la deuxième ou la troisième, vous ne venez plus. Donc, principe de transparence, ça, je pense que là, c'est vraiment commun à toutes nos entreprises et c'est vraiment fondamental. Mais donc, ça suppose aussi formation. Hein, voilà, il faut apprendre à lire l'information. Et donc, nous, on a évidemment, vous pouvez bien vous imaginer, mis beaucoup l'accent sur la formation, y compris d'ailleurs pour les cadres dirigeants. Donc, il y a un effort de formation important. Il ne suffit pas d'avoir l'information, il faut aussi être capable de l'utiliser. Merci. Alors j'ai une autre thématique, parce que ce qui caractérise aussi vos organisations, c'est cette capacité d'innovation. Et par rapport à une entreprise classique, dont certaines ont des services de R&D pléthoriques, mais finalement on a l'impression qu'ils sont un peu plus stériles que vos innovations à vous. Je ne sais pas si le mot de stérilité de la R&D d'entreprise classique par rapport à quelque chose de plus opérationnel chez vous. Oui, alors l'innovation, c'est un autre sujet passionnant. Et moi, je suis absolument convaincu que ces entreprises dites libérées sont beaucoup plus innovantes parce que vous collaborez beaucoup mieux, en fait. Et vous faites en sorte que tous les salariés soient des acteurs d'innovation. Pas simplement à la radio marketing. Si vous attendez qu'il y ait un type génial qui se lève au marketing un matin pour trouver un produit ou un service génial, peut-être que vous allez pouvoir attendre des années. Si vous avez quelqu'un qui a une idée puis qui va d'abord au service marketing, s'il en sort vivant, c'est ou bien son idée foireuse, ou bien elle n'est pas très innovante, et après il passe au contrôle de gestion. Alors s'il sort vivant du contrôle de gestion, ça risque quand même de ne pas faire soulever les foules. Donc nous, on essaye en tout cas, hein, bien sûr c'est un combat quotidien, mais on essaye de faire en sorte que les 1000 salariés soient des acteurs d'innovation. Mais pas l'innovation spécifiquement dans leur métier, mais aussi des acteurs de l'innovation pour développer la première ligne de compte de résultat de l'entreprise. Et donc ça, c'est fondamental. Moi, j'ai travaillé dans un fonds, vous le disiez tout à l'heure, et j'ai une statistique qui me reste toujours en tête, c'est on regardait une centaine de dossiers par an, on investissait en 10, et il y en a un ou deux qui marchaient. Je pense que l'innovation d'une entreprise, c'est exactement la même chose. Donc multipliez les idées, au plus vous en aurez, au plus vous avez de chances qu'il y en ait une ou deux qui soient véritablement transformantes. Alors du coup, on n'a plus des salariés, on a des intrapreneurs. Comment vous gérez le foisonnement d'idées justement qui généré par la manière, ce que vous provoquez finalement, et de manière très positive, mais ça part dans tous les sens. Comment vous arrivez à cadrer? Alors, en tout cas, on encourage fortement la liberté d'entreprendre de tous les salariés. Justement, et c'est indispensable puisque c'est en accompagnant l'envie d'entreprendre des salariés qu'on a de la créativité et de l'innovation. Dans ce cadre-là, il faut accepter, et en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, d'avoir des métiers et des originalités qui paraissent souvent, on nous pose la question, qu'est-ce que vous faites dans l'informatique, dans l'industrie, dans la gestion des bâtiments, quel est votre cœur de métier? Notre cœur de métier, c'est pas le sujet technique, c'est d'accompagner l'envie d'entreprendre de nos intra-entrepreneurs. Et éventuellement, a posteriori, et non pas a priori, de redonner du sens, parce qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas, mais dans tous les cas, d'encourager cette créativité et cette diversité, quitte à éventuellement, de temps en temps, avoir, et c'est assez fréquent, des échecs, mais c'est moins grave que d'empêcher la créativité et l'innovation de l'ensemble des intra-entrepreneurs de l'entreprise. On a remarqué aussi effectivement que quand on cultivait la liberté de pouvoir s'organiser, automatiquement il y avait de l'innovation, tout simplement parce qu'on avait dit « pitié, arrêtez de vous plaindre ». Arrêtez de toujours venir avec tout ce qui ne va pas. À un moment donné, venez avec ce que vous feriez si vous pouviez. Et là, en l'occurrence, vous pouvez. Et donc, ça s'est traduit même au-delà de l'organisation, puisqu'on a eu au ministère des taux de demande de congés partiels pour création d'entreprises ou activités pour raisons personnelles, comme on appelait ça. Donc, c'était vraiment pour pouvoir essayer de tester une deuxième vie en dehors de celle du rôle de fonctionnaire, les plus élevés de l'administration fédérale. Donc, finalement, on arrivait à cultiver ce niveau d'entrepreneuriat, non pas uniquement à l'interne, mais finalement aussi donner un autre souffle aux personnes. Et ça, en tant qu'employeur, en tout cas, même, c'est pas parce qu'on est au fédéral et dans une administration, mais c'est quelque chose de très noble et qu'on a vraiment apprécié au niveau du comité de direction. Donc on disait toujours oui
à ces demandes de congés, parce qu'automatiquement, c'était aussi envoyer nos collaborateurs à la découverte d'un autre monde, d'un autre état d'esprit, celui d'un entrepreneur, et que automatiquement, les fixations d'objectifs, les fixations de budget, etc., se prenaient différemment, tout simplement parce que c'est cette capacité d'éprouver cette compétence à l'interne et à l'externe. Alors, Gilles, donc, vous avez raison de poser cette question-là. Du point de vue de l'entreprise de bureaucratie hiérarchique, où il y a une hiérarchie, et donc, comment on va gérer, traiter... Pardon, Hugues. Je l'ai appelé 3 fois Gilles, il ne m'a jamais dit non, donc je continue. Il a raison. Je suis très libéré. Non, il a raison. Je ne sais pas pourquoi. Si ça avait été Jacqueline, j'aurais... Alors, donc je reprends. Donc, il a tout à fait raison, Hugues, de se poser cette question dans effectivement les entreprises qui sont des hiérarchies bureaucratiques. Tout se décide là-haut. Et pourquoi tout se décide là-haut? Comment on sélectionne tel autre projet innovant, etc. Parce que c'est là-haut où on sait où on va. C'est là où il y a le pilote d'un cockpit. Donc les gens en bas, éventuellement, quelqu'un a une idée, un projet, une initiative, etc. Bon, il ne peut pas décider, donc il va falloir remonter tout ça, et puis là-haut, on va décider. Il n'y a pas, donc, dans les entreprises libérées, comme vous avez compris, c'est une autre façon de s'organiser. Donc je dis qu'il y en a d'un côté ces règles de vie, mais il y en a aussi un deuxième pilier du cadre, c'est la vision. C'est la vision rêve, c'est la fameuse, c'est des entreprises de pourquoi on se lève le matin, quel est le sens qu'on vient. Et donc on travaille, c'est un vrai travail de trouver cette vision commune, ce qui fait rêver les gens, qui font qu'ils se lèvent le matin, ils ont envie d'aller travailler, mais aussi très très important, ça leur donne à chacun, quand il est partagé évidemment, le critère de voir est-ce que son action qu'il va faire est bonne ou non pour l'entreprise, y compris l'action innovante. Donc du coup, vous pouvez pas dans les discours, dans la réalité, avoir des entrepreneurs. On ne peut pas dans l'entreprise typique. On ne peut pas. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour l'entreprise. C'est au comité exécutif que ça se décide. Tandis que chacun, il sait pourquoi on fait des choses. Et donc, s'il propose, quand l'information est partagée, en plus, il est au courant des contraintes budgétaires et autres, etc. S'il manque, il peut chercher de l'information et trouver, et on va la partager parce que c'est ouvert de nouveau. Et donc, du coup, vous pouvez avoir un vrai entrepreneur, des vrais projets innovants. Et je termine juste avec encore une petite chose, c'est que cet aspect-là dont on en parle, de Carlos a évoqué, que vous, Hugues, vous avez évoqué, ce n'est pas dans le contrat de travail. Il n'y en a aucun contrat de travail dans lequel c'est écrit « vous devez être créatif et innovant ». Ce n'est pas une description de job. C'est un acte volontaire. Et la plupart des salariés n'ont aucune envie de partager leurs idées. Parce qu'ils ont vécu, comme dit Carlos, les moulinettes des comités de direction, de contrôle de gestion et d'autres trucs. Donc, ils partagent ces idées-là, mais avec qui ? Avec leur famille, avec leurs collègues, avec leurs amis, parce que ces gens-là, effectivement, respectent leur intelligence, etc. Mais dans l'entreprise, non. Donc, la question aussi, comment vous créez cette envie-là, ça c'est le départ. Une fois que vous avez créé cette envie-là et que les gens ils ont envie de se lancer dans la réalisation d'un petit ou plus grand projet, peu importe, on ne sait pas d'ailleurs au départ qui est le petit, qui est grand, et qu'ils ont des critères, c'est là où vous avez la véritable dynamique à l'échelle de 1000 personnes chez Carlos ou 10 000 personnes chez Gore. Merci beaucoup. Xavier? Oui, juste un petit témoignage, mais l'innovation, chez nous, enfin, dans nos secteurs du vivant et du paysage en ville, l'innovation, elle est majeure. Le mot jardinier, c'est plutôt un mot ancien. Dans la pratique, aujourd'hui, les marchés de demain, aujourd'hui, 50% des produits et des services qu'on propose, on ne les proposait pas il y a 4 ans. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de murs végétaux, de potagers, de zéro phyto, etc. Donc nos collaborateurs qui visitent indépendamment de 1 à 8 clients par jour, si ce n'est pas eux qui sont, parce qu'on sait susciter les talents, révéler et puis écouter, on est à côté de façon nos entreprises sont mortes. Donc ce que je veux simplement exprimer, c'est que la créativité et l'innovation, même dans les métiers a priori traditionnels, et par le fait qu'on sait susciter le dialogue, révéler les talents, ça nous fera survivre ou même nous développer. Et je veux simplement aussi, à propos de la connexion, dire à quel point aussi ça peut être une amélioration d'employabilité.
Les murs végétaux, ils sont connectés. Les nouveaux quartiers, pour les Paris-Saclay, on met des petits capteurs au fond des racines des arbres et on vérifie s'il y a un bon étalement racinaire. Donc en plus, le métier de jardinier devient en plus un métier qui est de plus en plus intelligent et demande une forte employabilité. Et là où avant on avait travaillé en filière, on était compétent que d'une technique, maintenant il faut redevenir ce qu'on appelle jardinier 4 branches connecté. Ça demande, c'est extrêmement épanouissant. Mais travailler ces sujets-là dans les entreprises, avec des gens qui sont quasi absents du bureau ou du dépôt en permanence, c'est une autre forme d'intelligence partagée. Nos entreprises sont libérées probablement par la façon dont on donne l'initiative à chacun et la façon dont on le fait passer d'un secteur ou d'une technique à un autre. La libération, c'est finalement la mobilité. Très rapidement, par rapport à, on est passé à l'innovation et aussi avec la vision, la stratégie de l'entreprise, j'abonde entièrement avec ce qui a été évoqué, à savoir que souvent, quand on rencontre des financiers, j'ai rien contre les financiers, hein, ça fonctionne très bien, mais on nous demande des business plans. Quel est votre business plan à 3 ans, 5 ans? Et par provocation et sincérité, je dis je n'en sais rien. Je n'en sais rien. En grossissant un peu le trait, à 1 an, on sait à peu près où on va. À 5 ans, on n'en sait rien. Et de moins en moins, on en saura quelque chose, puisque la réalité fait que, comme l'innovation est exponentielle en ce moment, la durée de vie des savoir-faire se raccourcit. Et du jour au lendemain, on peut avoir des pans entiers d'activités qui vont disparaître. Et donc, le seul moyen, et c'est ce sur quoi on mise, c'est ce que vous évoquez, c'est sur la capacité d'adaptabilité continue de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, ce qui fait que notre préoccupation première est d'avoir un cadre qui permet la liberté d'entreprendre de l'ensemble des acteurs de l'entreprise. C'est notre priorité en termes de pérennisation et de développement des activités. Bien, merci beaucoup. J'ai encore plein de questions, mais je ne vais pas être égoïste. Je vais donc laisser la parole, vous laisser la parole. Alors, juste... S'il vous plaît, comme il nous reste 20 petites minutes, soyez sympas, vraiment des questions courtes, pas de longs commentaires, comme cela arrive de temps en temps. Donc des questions courtes, quitte à en reposer une deuxième après, mais voilà, soyez succincts, brefs, et nos participants et intervenants aussi, bien sûr. Madame, je vous ai vu en premier. Il faut appuyer sur le bouton comme moi au début. Je sais que c'est compliqué, mais... Je voulais juste poser une question au niveau du syndicalisme. Comment se retrouvent les syndicats dans une entreprise libérée? Quelles sont leurs positions? Et comment ça se passe? Les syndicats, en fait, nous, c'est vrai que les relations avec les syndicats, on ne s'est jamais autoproclamé à aucun moment entreprise libérée. On n'est pas parti dans une démarche d'entreprise libérée. On avait besoin de réinventer notre culture. Et c'est une rencontre avec Isaac, alors qu'on était déjà à 3 ans dans notre transformation, qui nous a dit, mais vous savez, vous n'êtes pas seul. On s'est dit, youpi, on va pouvoir échanger avec d'autres. Et les syndicats, au début, étaient très réticents par rapport à toute cette transformation qu'on essayait de faire, parce qu'on était la première institution en Belgique, voire la première organisation de plus de 1000 personnes, qui essayions de bousculer aussi fort, aussi loin, notre organisation du travail. Donc ils avaient clairement des instructions de la part de leurs instances au niveau national d'essayer de nous bloquer. Et donc, quand j'ai rejoint le ministère, en fait, on avait un délégué du ministère de l'Emploi à demeure pour essayer qu'on ne se tape pas dessus en réunion. Et j'ai tout simplement proposé qu'on essaye de revenir dans un dialogue, donc vraiment de leur dire, écoutez, si vous continuez, ça faisait 6 mois que j'étais là, d'être force de contestation, on ne va pas en sortir. Je vous propose d'être force de proposition. Ils m'ont dit que ce n'était pas légal. Donc, je leur ai proposé... Je leur ai proposé de remettre le point à l'agenda de la réunion suivante en me donnant l'article de la loi qui me disait que ce n'était pas légal d'être force de proposition. Ils n'avaient pas trouvé. Et donc, c'est la même chose en France. Hein. Donc, j'ai fait la recherche. C'est pas que ce n'est pas illégal, ce n'est pas légal non plus, mais voilà. Et donc, en fait, en échange d'être force de proposition, j'ai pris l'engagement formel que toutes les propositions qui nous amèneraient ne reviendraient pas plus de 3 fois à l'agenda des réunions. Donc en 3 fois, soit on aurait mis le point
vraiment, on l'aurait mis en œuvre, soit on l'aurait évacué parce qu'il était impossible à mettre en œuvre. Et qu'automatiquement, si on mettait le point à l'agenda, les 32 personnes qui étaient autour de la table avaient un intérêt à entendre ce qui allait être dit ou à prendre une décision. Et donc, on a complètement renversé ce climat social. On est parti dans un partenariat, on a accéléré les processus et on a vraiment eu des partenaires sociaux sans un seul jour de grève. Merci Laurent. Emmanuel, je crois qu'il y a en un mot, mais je crois qu'il y a un témoignage aussi intéressant sur le lien avec les partenaires sociaux. Alors c'est qu'une expérience. Très clairement, la relation avec les partenaires sociaux, donc 2800 personnes, vous doutez qu'on a tous les seuils sociaux, DP, CE, CCE, délégués syndicaux. Les rapports sont souvent liés au pouvoir et donc à la manière de manager. Plus le pouvoir est centralisé sur le patron, plus il y a un contre-pouvoir qui est représenté par les délégués syndicaux. À partir du moment où on est dans un fonctionnement où la culture d'entreprise est de faire en sorte que chaque salarié puisse s'exprimer par lui-même, pour lui-même, tous les mois, sur ce qu'il a envie ou pas, ou ses problèmes, ça change totalement la donne, puisque les décisions sont prises au niveau local et non pas au niveau centralisé de ce qu'on imagine le pouvoir du patron d'une grande entreprise. Et dans ce cadre-là, le rôle des représentants du personnel change totalement. Ils deviennent, et ils ont un rôle, mais qui n'est plus d'être en opposition ou être porte-parole soi-disant des salariés, alors qu'ils ne le sont pas plus que le patron, mais d'être les garants de la culture de l'entreprise qui fait en sorte que les personnes peuvent bien s'exprimer tous les mois, évoquer les problèmes, et non pas être avec un chef ou un petit chef qui les empêcherait de pouvoir s'exprimer. Et que leurs souhaits soient évoqués tous les mois avec leurs responsables et leurs collègues en réunion. Et pour vous donner un exemple très simple, on a repris une entreprise il y a 2 ans de 250 personnes. Alors il y avait 30 réunions avec le patron, mais c'était des réunions patron, représentants du personnel, délégués syndicaux. Point. Qui étaient censés parler au nom des salariés, tant le patron que les représentants. On a changé la culture de l'entreprise et là il y a 10 petites structures avec donc une réunion par mois, ça fait on est à 150 avec 150 réunions annuelles. Mais là où c'est plus le patron qui intervient jamais, c'est les équipes de 15 qui discutent avec leur responsable, qui est là pour être le facilitateur de la communication des équipes. Et ce qui fait que les réunions avec les représentants du personnel, oui, quasiment disparu. Je ne parle pas d'un point de vue légal, je parle d'un point de vue consistance, puisque les choses sont évoquées naturellement tous les mois. Merci beaucoup. J'ai l'impression que le mouvement, même s'il est un peu long à démarrer, puisque ça fait un moment il va être très puissant. Du coup, est-ce que vous avez une idée de la recomposition du tissu entrepreneurial qui va en découler? C'est-à-dire, en fait, actuellement, le débat, c'est quelques baleines et des sardines autour, mais est-ce qu'on va aller vers que des sardines? Je prends des questions, je ne prends pas des questions agricoles, mais des questions animalières, poissonniers, des trucs comme ça. Alors, donc, je peux vous dire où on en est aujourd'hui. Hier, d'ailleurs, il y a quelques personnes qui ont assisté. Hier, il y avait la première fête au campus des entreprises libérées à Nantes. Il y avait 500 places. Ces 500 places qui étaient annoncées 21 décembre, en 3 jours, c'était complet. Il y en avait des centaines d'entreprises, des personnes qui étaient dans la liste d'attente, etc. Et donc, voilà, hier, tout simplement, dans la journée, j'ai appris l'existence de 5 ou 6 entreprises. Les gens viennent, voilà, on s'est lancé, etc. Et il ne passe pas quelques jours que je n'apprends pas d'autres. Parmi des entreprises qui sont des vraies baleines, on a eu hier un témoignage, bon, c'est connu, Groupe Michelin, avec 111 000 salariés dans le monde, et entreprise Airbus. Alors, je ne dis pas que c'est à l'échelle de tout le groupe, mais un certain nombre, chez Michelin, quand même une douzaine peut-être des unités opérationnelles, chez Airbus, peut-être 3-4, groupe Decathlon, 65 000 personnes, Kiabi,
Voilà, vous avez un certain nombre d'hyper Auchan, vous avez 2 ministères en Belgique. Donc il y en a des assez grands et gros, hein, si on peut l'appeler ça comme ça. Et puis il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors je ne les appelle pas des sardines, hein, parce qu'ils ne sont pas entassés dans une boîte et ce n'est pas leur destin. Voilà, mais le nombre de PME, et même des PME très sérieux, hein, de ce qu'on appelle des gros PME, hein, de entre 500 et 1000, voire plus personnes sur plusieurs continents, plusieurs pays. Voilà. Maintenant, une autre dimension, c'est une dimension, est-ce que ces entreprises-là, parce qu'on est un petit peu entrepreneur ici, tout ça, ouais, est-ce que ça suscite l'entrepreneuriat? C'est intéressant. Alors, il y a entrepreneuriat avec I, mais il y a aussi avec E. Et pourquoi il y en a avec eux? Parce que c'est tout à fait cohérent avec un certain nombre de règles de vie, de ces valeurs dans ces entreprises. Quand vous dites que une entreprise croit que chacun a des dons et des talents, et donc elle va s'organiser pour qu'il soit le révélateur de ces dons et ces talents, de ce potentiel, vous allez découvrir que vous avez un certain nombre de collaborateurs qui veulent créer leur entreprise. Que leur potentiel, il va bien au-delà de ce qu'on peut faire dans une entreprise de 200 personnes ou d'un ministère. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, vous êtes un traître, hein, ou vous allez dire, c'est tout à fait cohérent avec notre projet, parce que finalement, c'est un projet d'une communauté, hein, de vivre ensemble, et éventuellement, si vous voulez vous préparer, etc., vous avez besoin d'une demi-journée, ou vous avez ça, en réalité, on va vous soutenir. On va vous soutenir pour que vous puissiez lancer. Bien sûr, il y aura peut-être une clause de non-concurrence, c'est évident, hein, parce qu'il y a une relation de confiance, mais globalement. Et puis, vous imaginez aussi qu'est-ce que ça fait quand il y en a un collaborateur qui est parti créer une entreprise, qu'est-ce que ça fait aux autres? Comment les autres voient cette personne-là? Elle a dit, lui, il a pu, pourquoi pas moi? Donc, ça peut être, à mon avis, aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois que je le dis, que le plus grand incubateur des entrepreneurs en France, ce sont des entreprises libérées. Merci, Zach. Alors, j'ai un tout petit souci quand même, c'est que la pendule qui est en face de moi ne donne pas la bonne heure. Alors, c'est pas parce que c'est Gilles qui le regarde. C'est Gilles qui la regarde et non pas Hugues, mais en fait, elle retarde, donc nous n'avons pas tout ce temps. Donc, je pense que ça va être... Alors, je vous demande d'être encore plus court. D'un côté comme de l'autre de la salle, j'ai vu une dame là-bas avec des lunettes. Non, c'était derrière vous. Mais madame, allez-y, allez-y. Allez-y, ensuite madame derrière. Et j'avais vu quelqu'un avait levé le doigt ici. Mais... Allez-y, madame. Bonjour à tous. Non, c'est pas grave, allez-y. Ok. J'ai pas mal d'expérience et accumulé certaines missions au sein de grosses boîtes du côté. Et j'ai pu y constater qu'il y avait un certain nombre de personnes avec des origines différentes, avec différents types de contrats. On y rencontre des prestataires, des intérimaires, des stagiaires. J'observe de plus en plus de contrats, entre guillemets, moins de type CDI. Quelle est votre question, madame? Parce qu'il nous reste 5 minutes. Un taux de rotation assez élevé également. Et si on souhaite mettre en œuvre le changement au sein des entreprises et le faire sur la durée, quelle solution faudrait-il préconiser? Sachant justement le souhait de voir à long terme, compte tenu des exigences à court terme, notamment des exigences dites financières. Je vais répondre par un petit peu. Madame ne sera pas contente du tout. Hein. Mais la variété d'entreprises est incroyable. Hein. Incroyable. Madame, qu'est-ce que vous en pensez si, par exemple, un sous-marin nucléaire se libère? Est-ce qu'ils ont quelques contraintes avec des origines diverses, variées, ou autre chose, plus sécurité, militaire et tout ce qu'on veut? C'est un fait. Il y a un sous-marin nucléaire aux États-Unis qui était le pire sous-marin nucléaire parmi 56 de US Navy, qui a en un an passé du pire au meilleur. Et le patron de ce sous-marin ne prend aucune décision sauf lancer des armes, parce que c'est sa responsabilité.
à la fois éthique et de points. Le reste, c'est les équipes qui décident. C'est pour vous dire tout simplement que des contraintes, il y en a des diverses et variées dans chaque entreprise. Mais c'est toute entreprise et toute organisation, à la fois l'armée, hôpital, ministère, etc., est composée des êtres humains. Et on peut avoir une organisation traditionnelle qui est construite contre la nature humaine. C'est très important de comprendre parce que l'organisation traditionnelle ne prend pas en compte des besoins fondamentaux et universels des êtres humains. Elle se tourne uniquement vers elle-même. Ou dire on va construire ou transformer vers l'organisation qui va tourner vers les besoins des êtres humains. Et ils vont être divers, disons, articulés différemment, dans un grand groupe, dans tel pays ou autre pays, tel métier, tel secteur. Et il va falloir trouver ce mode unique. Voilà. Merci. Dernière question, madame. Merci. Oui, j'aimerais juste poser une question. J'espère que c'est possible de rendre brièvement sur les conséquences pour les choses comme la promotion et la rémunération et peut-être même le partage des profits. Si on n'a pas la même hiérarchie qu'avant, qu'on encourage les jeunes qui avant faisaient des choses peut-être... Très bonne question. Qui ont des très bonnes idées, qui peuvent changer le chiffre d'affaires. Très bonne question. Oui, oui. Merci beaucoup. Ça, oui. Au niveau de l'administration, c'est clair, c'est net et c'est sans appel. Vous avez des barèmes, vous avez des statuts, etc. On ne change rien. Par contre, même les systèmes d'évaluation, on fixait les objectifs en équipe, on les évaluait en équipe. Ça veut dire que le jour où la carrière pécuniaire a été impactée par le niveau de réalisation que vous faisiez, eh bien, la décision de qui avait la meilleure prestation et donc qui méritait cet avancement plus rapide que les autres était prise en équipe, tout simplement parce que vous travaillez ensemble, vous êtes payé par le même employeur et que l'idée est d'atteindre une vision ensemble, d'y contribuer ensemble, et c'est ça qu'il faut ramener dans nos organisations, c'est du civisme, c'est de la collégialité, c'est de l'envie de bosser ensemble, c'est du respect, c'est de la bienveillance. Et quand vous arrivez à cultiver tout ça, ces questions salariales de bonus ne se posent même plus. De manière complémentaire, ce qui est effectivement le plus important, c'est une juste rémunération, mais surtout aujourd'hui un sens à ce que font les salariés. C'est ce qui les motive le plus. C'est notre exemple en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est la règle qu'il faut appliquer, ce n'est qu'un exemple, loin s'en faut. Nous n'avons aucune rémunération individuelle, aucune prime, uniquement un salaire fixe, si ce n'est un partage du résultat global de l'entreprise avec de l'intéressement, de la participation, mais pour tous les salariés, mais pas de prime individuelle. Et les discussions des rémunérations se font au niveau des structures de 15 personnes, en toute transparence. Les salaires sont connus, ils ne sont pas affichés tous les mois à l'entrée de l'entreprise, mais les salariés connaissent les rémunérations des uns des autres, et ça fait l'objet, pour les promotions individuelles, de discussions une fois par an, en équipe, et en transparence, avec forcément un cadre de responsabilité, puisqu'ils connaissent les chiffres et c'est eux qui constituent les objectifs de leur structure, qui fait qu'il y a très naturellement de la promotion qui est connue et partagée, puisqu'elle est transparente et validée et acceptée par les acteurs des différentes équipes. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de... C'est trop court, je suis bien d'accord avec vous. Je vais laisser Isaac faire le mot de conclusion dans les temps, bien sûr. Alors, hier, j'ai rencontré un Breton à Nantes et il m'a dit, Monsieur Goetz, c'est une lame de fond. Et en Bretagne, on dit quand c'est une grosse lame de fond, elle va tout emporter. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que je lui ai répondu. Je lui dis que c'est vrai, on vit aujourd'hui dans la société dans laquelle surtout des jeunes n'ont plus de repères. C'est ni l'école, ni dans la plupart des familles qu'ils ont quelque chose qui peut les structurer. Le résultat de ça, comme vous comprenez, est sur tous les plans, est effroyable, et que peut-être le seul endroit dans lequel les jeunes générations peuvent trouver quelque chose qu'on peut appeler une communauté, du bien et du destin commun,
c'est une entreprise. Mais pas n'importe quelle entreprise. L'entreprise qui a su se constituer en tant que cette communauté du bien et du destin commun. Dans ces entreprises-là, ces gens-là, ils vont devenir ceux qu'ils peuvent devenir. Et avec eux, peut-être toute notre société et tous nos pays. Donc, je suis optimiste. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute, vos questions et je remercie vraiment les intervenants de ce débat. Je vous souhaite une bonne continuation pour les entrepreneurs d'avenir.